Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Parlement du Niger approuve un engagement de ses troupes au Nigeria, jusque-là épargnées par les attaques de Boko Haram. Les actes de violence sont devenus quotidiens dans le sud-est du pays depuis jeudi. En Égypte, les élections législatives se dérouleront du 21 mars au 7 mai selon les provinces. Le scrutin se tiendra 1 an et demi après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par le président actuel Abdel Fattah al-Sisi. Retour sur les enjeux dans ce journal. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été accueillis en héros à Abidjan au lendemain de leur victoire contre le Ghana en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 23 ans après leur dernier sacre continental, l'émotion de cette union nationale a été vécue à travers tout le pays. Le Niger rejoint la coalition dans la lutte contre Boko Haram. Le Parlement a approuvé à l'unanimité l'envoi de soldats auprès de la force multinationale chargée de lutter contre la nébuleuse islamiste au Nigeria et dans la sous-région. Rappelons que 8700 hommes composent ce bataillon. Les précisions avec Ibra Radindiaï. Le Parlement nigérien vote l'envoi de troupes au Nigeria. La résolution a été votée à l'unanimité par les 120 députés ce lundi soir. Elle permettra l'envoi de soldats au Nigeria dans le cadre de la force régionale composée de 8700 militaires pour lutter contre le groupe islamiste armé Boko Haram. Le Nigeria et le Tchad devraient apporter chacun entre 3200 et 3500 hommes, tandis que le Cameroun et le Niger enverront 750 soldats chacun. Dans le cas du Mali, nous avons déploré le fait que ce soit les autres pays hors Afrique qui soient intervenus avant nous-mêmes, les Africains. Je crois que c'est ce que nous sommes en train d'éviter dans le cas de Boko Haram. C'est pourquoi j'apprécie la mobilisation des pays du bassin du lac Tchad et du Bénin dans ce dossier. La force multinationale aura son quartier général à N'Djamena et aura pour mission de recouvrir les pays du bassin du lac Tchad. Elle devra être opérationnelle dès le mois de mars. La participation du Niger dans cette coalition est non négligeable dans la guerre contre le terrorisme. De décider de rentrer en guerre est une décision qui vient à point nommé. Il n'y a pas de surprise majeure parce que, compte tenu de la mobilisation régionale qui s'est faite ces derniers temps, on s'attendait justement à ce que cette décision soit prise au niveau du Parlement. Maintenant, c'est une bonne nouvelle. Il y a d'autres défis qu'il va falloir relever. C'est que le Niger décide pleinement et officiellement de rentrer en guerre contre Boko Haram va certainement amener l'adversaire à accroître ses frappes sur le territoire. On a observé ces derniers temps qu'il y avait des attentats à l'explosif et peut-être que cela va continuer. Donc c'est bien de mettre en place une force pour lutter contre Boko Haram, mais il faut aussi renforcer le dispositif de sécurité intérieure. Rappelons que le Niger a subi 2 premières attaques simultanées de Boko Haram ce vendredi 6 février dans la ville de Bosso et Difa, dans le sud du pays, attaques au cours desquelles 109 islamistes ont été tués. L'armée du Niger a déploré de son côté la perte de 4 militaires et un civil. Et c'est également dans ce contexte que 20 Camerounais ont été enlevés ce dimanche 8 février dans le nord du Cameroun par des combattants de Boko Haram. 12 d'entre eux ont ensuite été exécutés. Depuis des mois, Boko Haram multiplie les attaques contre des cibles civiles et militaires dans le nord du Cameroun. Une cinquantaine de militaires camerounais ont déjà perdu la vie dans cette région depuis juillet 2013. L'actualité, c'est également les négociations maliennes à Alger. Le ministre malien des Affaires étrangères et chef de la délégation malienne aux négociations d'Alger séjourne à partir de ce mardi dans la capitale algérienne pour un nouveau round des négociations avec les groupes armés. Le chef de la diplomatie malienne estime que le projet d'accord proposé par la médiation est encourageant. La question des quotas visant les institutions de la République est toutefois à revoir selon lui. Et le Premier ministre malien Modibo Keïta effectuera de son côté ce mardi un court séjour dans la capitale algérienne. Législative égyptienne, les élections de mars prochain se préparent. L'Égypte vient de débuter l'enregistrement des candidats à ces scrutins. Les enjeux sont nombreux. La question de la participation des frères musulmans cristallise le débat. Aucune loi n'interdit d'ailleurs la participation des alliés de l'ancien président Hosni Moubarak à ce rendez-vous électoral. Les précisions avec Emefa Kofi. Ambiance plutôt particulière dimanche à la Cour du Sud au Caire. À cette première journée d'enregistrement des partis politiques pour le compte des législatives à venir, nombreux étaient-ils à répondre à l'appel.
Depuis juin 2012, le pouvoir législatif est détenu par la présidence de la République. Aujourd'hui, l'ombre d'Hosni Moubarak plane toujours sur le peuple égyptien et l'inquiétude renaît chez certains candidats. Notre parti veut construire une Égypte moderne, respecter le pays et ses lois, et de donner à chaque Égyptien ses droits. Si cela est vrai que nous ne voulons pas d'anciens membres du régime au nouveau Parlement, alors nous devons faire un grand changement dans cette société en disant non à toutes les personnes servant dans la période Moubarak. Si les membres du régime de Moubarak venaient à gagner des sièges dans le nouveau Parlement, cela va renverser les réalisations de notre révolution, ce qui signifie que tout sera repris à zéro. Donc, les Égyptiens doivent faire le bon choix. Les élections législatives prévues en 2 phases se tiendront entre le 21 mars et le 7 mai prochain, selon la Commission électorale suprême égyptienne. On reste tout de même confiant quant à l'issue de ce scrutin. Il n'y aura pas de super parti dans le nouveau Parlement. Aucun parti unique n'aura la majorité des sièges. Au terme de ces élections, le Parlement égyptien doit disposer de 567 sièges, dont 27 directement désignés par le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi. La commission mixte entre l'Éthiopie et Djibouti a pris fin ce lundi 9 février. Dans leurs déclarations respectives, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn ont réitéré leur engagement et leur détermination à consolider les relations stratégiques entre les deux pays dans le domaine de la coopération politique, économique et sociale, en particulier sur l'interconnexion des infrastructures. L'accent a également été mis dans la lutte commune contre le groupe terroriste d'Al-Shabaab. Atteindre l'autosuffisance du riz en 2017, c'est l'objectif fixé par le gouvernement sénégalais dans le but de promouvoir la consommation locale et éviter les dépenses enregistrées dans l'importation du riz. Le pays veut propulser cette denrée locale dans l'optique d'atteindre l'autosuffisance dans 2 ans. De nombreuses mesures sont ainsi initiées pour accompagner les producteurs, comme nous l'explique Guévanido. L'État sénégalais veut atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. La décision stratégique de sa réalisation a été prise le 2 février dernier lors d'un conseil présidentiel tenu au Palais de la République. Une réunion au cours de laquelle il a été décidé de mettre en place une chaîne de valeur entre le champ de riz, l'usine et le commerçant. Nous avons discuté avec les services du ministère de l'Agriculture avec un objectif d'atteindre l'autosuffisance en 2017. Un objectif très ambitieux, mais qui était faisable, en ce sens que si on met l'option sur la double culture, et c'est le cas, pour la vallée du fleuve Sénégal avec 70 000 hectares, avec un rendement de 6 tonnes à l'hectare, on peut arriver à 920 000 tonnes de paddy. Le reste serait fait en système pluvial. Le Sénégal importe 800 000 tonnes de riz par an pour un coût de 200 milliards de francs CFA selon les chiffres officiels. Actuellement, la production du riz local est estimée à 350 000 tonnes par an. Cette céréale alimentaire subit la concurrence de celle importée sur le marché, un défi à relever selon les producteurs. Techniquement, il est possible d'atteindre l'autosuffisance en 2017. Mais je disais tantôt que c'était très ambitieux, donc il faut se mobiliser pour mettre en place les moyens du point de vue réflexion des aménagements, du point de vue disponibilité de tracteurs et le financement de la production, mais aussi le financement de la collecte. Aujourd'hui, une des grandes difficultés, c'est la commercialisation du riz blanc qui subissant la compétition déloyale du riz importé. Pour réussir son pari, le gouvernement mise sur 60% de la production en irrigué et 40% en fluvial. Un fonds de 8 milliards de francs CFA est mobilisé et 450 tracteurs seront bientôt mis à disposition des paysans. L'État sénégalais ambitionne produire 900 000 tonnes de riz paddy pour la campagne 2014-2015. La Côte d'Ivoire accueille ses héros nationaux. Les joueurs de football vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations ont été accueillis par plus d'1 million de fans dans les rues d'Abidjan. Les éléphants ont été reçus par le président Alassane Ouattara avant de se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny pour montrer le trophée à la foule. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
Accueil triomphal pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique ont reçu l'hommage de leurs supporters dans un stade de Félix Houphouët-Boigny complètement bondé. Habillés de couleurs nationales, orange, blanc et vert, les supporters ont salué les héros de Bata qui entrent dans la légende comme leurs aînés de Sénégal 92. Les joueurs ont fait un tour d'honneur en compagnie du président de la République pour montrer le trophée remporté de haute lutte. Quel bonheur! Quel bonheur! Pour les joueurs, remporter la Coupe d'Afrique des Nations est évidemment un grand moment de leur carrière après des années d'échecs. Ils ont notamment perdu la finale en 2012, déjà en Guinée équatoriale. En 2013, en Afrique du Sud, ils ont été éliminés en quart de finale. 2 ans plus tard, ils sont champions d'Afrique. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je remercie Dieu pour ce moment. Comme mon fils a dit, je suis en Djaï. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Tranquille. On va la foule. C'est magnifique. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. C'est incroyable, quoi. Voilà. Les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont jamais douté du soutien des supporters. Dans la défaite, ils n'ont pas tourné le dos à l'équipe. Les joueurs leur dédient ce sacre continental qui leur donne désormais un palmarès indiscutable. C'est magnifique. Merci d'être venus. Le plus important, c'était de prendre le trophée. Et puis on l'a fait, donc on rend gloire à Dieu, on lui dit merci pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Et puis on ne fait que profiter de ce moment et puis laisser les choses faire. Première canne, premier trophée, je suis très content, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour moi et tout ce qu'il fait pour toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents. C'est incroyable, c'est incroyable. Nous sommes très contents. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations de football. La première victoire remonte à 23 ans. C'était à la CAN 92 au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.